Bonjour, je suis Didier Ottinger. Bonjour, je suis Marie Sarré. Et nous sommes les commissaires de l'exposition Le Surréalisme qui est présentée au Centre Pompidou. On va vous inviter à entrer dans le labyrinthe, à passer de l'autre côté du miroir. Il est même permis d'intituler poème ce qu'on obtient par l'assemblage aussi gratuit que possible de titres. La naissance du surréalisme pourrait remonter à la Première Guerre mondiale. André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupeau, Paul Éluard ont fait l'expérience de cette guerre terrible et ils en ressortent avec un sentiment de dégoût, d'écœurement à l'endroit des valeurs modernes, des valeurs du progrès, de l'industrialisation, de la machine. Dans un premier temps, ils vont rejoindre le mouvement Dada, avec lequel ils partagent l'esprit de révolte. Mais assez vite, ils vont rêver à un mouvement davantage organisé, véritablement révolutionnaire. Le 15 octobre 1924, André Breton publie le Manifeste du surréalisme, dont vous voyez ici le manuscrit, prêté par la Bibliothèque nationale de France et présenté pour la première fois dans son intégralité. André Breton y définit le surréalisme comme un accès à la pensée débarrassée des contraintes de la raison. Et surtout, il ajoute, en dehors de tout principe esthétique, c'est quelque chose de très important, qui définit le surréalisme non pas comme un mouvement artistique, mais comme un courant de pensée, une philosophie qui, pendant 40 ans, longévité exceptionnelle dans l'histoire de l'art moderne, ne va cesser de s'enrichir de l'apport d'artistes, de poètes, d'écrivains venus de tous les pays. Un tableau de Giorgio de Chirico qui s'appelle « Le cerveau de l'enfant ». Et il résume un certain nombre des enjeux historiques du surréalisme, peut-être la présence d'un livre, qui nous rappelle que le surréalisme est d'abord un mouvement fondé par des poètes, avant d'être fondé par des peintres, et puis surtout un personnage qui a les yeux clos. Et très vite dans le surréalisme, va s'affirmer que la quête du peintre surréaliste doit porter sur son modèle intérieur, c'est-à-dire qu'il doit fermer les yeux au monde pour explorer sa psyché, pour explorer son inconscient. En 1929, arrive à Paris un personnage qui va être, pendant quelques années, l'étoile filante du surréalisme. C'est Salvador Dali. Il vient de Catalogne et il va produire ce type d'images qui ressemblent à des images de rêve. Ce tableau en particulier s'intitule précisément « Le rêve ». Et là, on voit dans ce sujet toute l'importance des théories de la psychanalyse, des théories qui ont été développées au début du XXe siècle par Sigmund Freud et que les surréalistes vont traduire à des fins poétiques. Il faut se souvenir que ces jeunes surréalistes sont d'anciens étudiants en médecine, spécialisés généralement dans la neurologie, et qu'ils vont être parmi les premiers, en France en tout cas, à découvrir les théories de Sigmund Freud. Et ils vont en faire un large usage, et Freud et ses théories vont être une sorte de tremplin qui va permettre au surréalisme de transfigurer le réel en le nourrissant des souvenirs qui sont ceux du rêve, en le nourrissant des puissances et de l'énergie du désir, de tout ce que la pensée rationnelle maîtrise ou refoule. Les surréalistes vont chercher à réaliser des images capables de provoquer le même pouvoir d'émerveillement que les images de rêve. En 1933, la photographe Dora Maar rejoint les surréalistes. C'est une photographe de mode qui, par son métier, connaît bien la technique du photomontage. Et cette technique du photomontage lui permet d'associer des images, des objets qui, a priori, n'ont pas de lien entre eux, mais dont la rencontre va provoquer un véritable choc poétique. Les surréalistes s'intéressent à la chimère, qui est un animal qui, pour eux, est le symbole de l'âge du chaos, c'est-à-dire avant l'âge de la raison. En 1942, l'artiste américaine Dorothea Tanning fait la connaissance des surréalistes et en signe de conversion au mouvement, elle va réaliser cet autoportrait où elle se peint le buste nu, en train de se métamorphoser en végétal et avec à ses pieds une petite chimère où se réconcilient le rêve et la réalité. Les surréalistes vont élever la chimère au rang de méthode en l'espèce des cadavres exquis, un jeu qu'ils inventent en 1925, où en pliant un papier, chacun réalise un morceau du dessin en ignorant la contribution précédente.
En 1937, Max Ernst, un artiste d'abord allemand, puis qui devient français, peint L'Ange du foyer. L'Ange du foyer est réalisé l'année où Picasso peint son Guernica. On est en pleine guerre d'Espagne. Et ce tableau a été interprété comme peut-être la menace qui commençait à se dessiner sur l'Europe. D'autres historiens d'art ont vu, dans la forme des jambes et des bras de l'animal, une forme de croix gammée, comme si cet animal annonçait aussi un autre péril qui était en train de se développer en Allemagne cette fois, qui était le péril nazi. Toujours est-il que ce tableau peut être aussi une sorte de triomphe du surréalisme. C'est le titre que va donner aussi Max Ernst à ce tableau. Et là, on peut y voir effectivement tout ce qu'est l'univers fantasmatique du surréalisme, c'est-à-dire un univers de monstres au fond. Et c'est vrai que dès l'instant où la raison, puisque c'est la raison qu'il est question de museler, qu'il est question de mettre en demeure, dès que son rôle sur l'esprit est minoré, réduit, alors apparaissent des monstres. Et le surréalisme est plein de monstres de tout type. Tableau d'Yves Tanguy, donc un peintre d'origine bretonne qui rejoint le surréalisme à la fin des années 20 et qui va peindre ces scènes qui semblent être des plages sur lesquelles apparaissent les premiers animaux sortis de la mer, les premières créatures qui n'ont pas encore leur forme définitive. Et lorsqu'André Breton, le poète, va découvrir les tableaux de Tanguy, il va se référer au mythe de l'origine qui est une des grandes préoccupations du surréalisme. Le surréalisme, avant d'être un mouvement qui produit des tableaux, des belles formes, des belles sculptures, est un mouvement qui est à la recherche de la création dans son moment originel, à son origine, dans son état natif. Et c'est vrai que les formes que peint Tanguy ressemblent à ces micro-organismes qui vont se développer et générer des formes, des animaux, des créatures de tout type. Les surréalistes vont rêver à un grand panthéisme, à un supernaturalisme, où l'humain se serait réconcilié avec la nature. Très régulièrement, ils vont convoquer des mythes où il y a cette réconciliation du corps humain et du végétal. C'est le cas du mythe de Mélusine, mais aussi de celui de Daphné, que l'artiste allemande Meret Oppenheim convoque ici dans cette peinture. Elle donne de ce mythe une version assez surprenante où Apollon lui-même s'est métamorphosé en végétal, en une sorte de tubercule. Meret Oppenheim s'intéresse à l'arbre, puisque l'arbre, c'est le symbole de l'androgyne primordial, de l'hermaphrodisme, c'est-à-dire revenir à un âge où la distinction entre les sexes n'aurait pas lieu d'être. La nature est au fond ce que les surréalistes vont dresser contre l'idée même de progrès et l'idée de machine. En 1936, un des poètes du mouvement, Benjamin Péret, va extrapoler une sorte de rêverie à partir d'une forêt qui est en train de dévorer une locomotive au milieu de l'Amazonie. Et cette idée des forces et des énergies de la nature est exprimée ici dans ce tableau de Max Ernst, une forêt, mais une forêt qui semble directement sortie des arbres eux-mêmes, puisque Max Ernst, pour réaliser ce tableau, pose sur une vieille planche usagée sa toile, la gratte, et de ce grattage fait apparaître tout un peuple de chimères, des oiseaux, des formes, une forêt littéralement comme celle-ci. L'alchimie intéresse les surréalistes puisqu'elle est la discipline où se réconcilient la science et la poésie, la connaissance et l'intuition. C'est le cas d'une artiste comme Remedios Varo, artiste espagnol, qui, au début des années 40, va arriver au Mexique avec son époux, le poète Benjamin Péret. Et lorsque Péret rentre en France, Varo fait le choix de rester à Mexico et va réaliser toute une série de portraits d'alchimistes qui sont en réalité des autoportraits, comme cette femme dans cette tour cosmique qui semble nourrir son enfant lune de poussière d'étoiles et qui sont autant de métaphores filées de la recherche alchimique et de la recherche artistique. Un des tableaux peut-être les plus célèbres de Magritte, l'Empire des Lumières. Et ce tableau nous donne une clé de ce qu'est le surréalisme en son cœur. C'est-à-dire non pas un mouvement qui procéderait par l'exclusion, le rêve exclusif contre l'état de veille, par exemple, mais plutôt un mouvement qui a toujours recherché la synthèse, la possible union des contraires. C'est ce que dit Breton dès 1925 dans le Manifeste, en disant qu'au fond, il rêve d'un état de réconciliation entre le rêve et la réalité.
Il le répétera en 1929 en disant « La quête du surréalisme, c'est la quête d'un point de l'esprit où le haut et le bas, la vie et la mort, le jour et la nuit cessent d'être perçus de façon contradictoire. » Et c'est exactement cette fusion, cette possibilité d'une rencontre entre le jour et la nuit que peint ici René Magritte dans ce tableau « L'Empire des Lumières ». Nous sommes ici dans la dernière salle de l'exposition qui est consacrée au cosmos. Et c'est le message que l'on voulait transmettre aux visiteurs, celui d'un surréalisme qui a anticipé sur un certain nombre de grandes questions que nous nous posons aujourd'hui collectivement. En particulier, quelle est la place de l'homme, quelle est la place des êtres vivants dans le cosmos, dans la chaîne du vivant. Et ce sont des questions que le surréalisme n'a cessé de poser en remettant en cause, une fois encore, le modèle de civilisation moderne et machiniste, en allant chercher son inspiration souvent du côté des civilisations non occidentales. Et ce qu'exprime ici Juan Miró dans cette constellation, c'est au fond la dislocation d'une anatomie humaine, d'un œil, d'un bras, d'autres éléments qui se diffusent et qui se répandent dans le cosmos lui-même. L'exposition Surréalisme est visible jusqu'au 13 janvier 2025.